Chapitre 1. Le pouvoir du silence. Dans un avenir lointain, dans un monde où toutes les émotions, les pensées et même la mémoire sont façonnées par l'État, la vie des gens n'était entourée que d'une seule chose: la surveillance. Il y avait une présence ressentie sur chaque mur, chaque coin, chaque regard. Big Brother. Le nom de ce système était Océania. Dans ces terres où la réalité pouvait être totalement changée, le passé était réécrit, la mémoire constamment effacée, et l'esprit des gens reconstruit chaque jour. Les gens ne pensaient plus, un parti pensait à leur place, et ce parti exigeait une seule chose: l'obéissance. Chapitre 2. La guerre contre la pensée. L'institution la plus crainte du pouvoir était la police de la pensée. Non seulement les actions, mais même le moindre questionnement dans l'esprit était considéré comme un crime. Cela s'appelait le crime de pensée. Même la langue avait été changée. La nouvelle langue appelée novlangue visait à limiter la pensée en réduisant le nombre de mots. Car si les mots disparaissaient, les idées disparaissaient aussi. La vérité se réduisait désormais à ce que le parti déclarait. Si le parti disait que 2 et 2 font 5, alors c'était 5. Résister ne servait à rien, car la vérité n'était désormais qu'une décision, un ordre. Chapitre 3. Les bourreaux de la mémoire. Le passé était constamment réécrit. Les archives de journaux, les documents et les photos étaient modifiés selon les exigences du parti. Personne ne se rebellait parce qu'il ne se souvenait pas. C'était le slogan officiel du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ces slogans légitimaient l'effacement complexe de la vérité dans la tête des gens. Chapitre 4. Derrière l'individualité perdue. En Océania, chaque individu n'existait en réalité pas. Même la plus petite unité de la société était fragmentée. L'amour, l'amitié, la famille, tout était devenu suspicion, dénonciation, peur. On encourageait les enfants à dénoncer leurs parents, l'amour était assimilé à la perversion. Les désirs étaient contrôlés, les gens isolés, donc plus faciles à gouverner. Car ceux qui sont ensemble peuvent penser, et ceux qui pensent peuvent questionner. Le parti bridait non seulement le comportement, mais aussi le désir, l'émotion, et même l'imagination. Chapitre 5. Les ombres de la résistance. Dans ce régime absolu de répression, certains esprits ne s'étaient même pas complètement rendus. Il restait ceux qui portaient un doute caché. Mais le parti avait toujours un pas d'avance. Même les révoltes à l'intérieur du système étaient créées, contrôlées, puis annihilées par le parti lui-même. Il n'y avait pas de résistance réelle, juste autant de rébellions que le parti permettait, et seulement pour se renforcer. Chapitre 6. La réalité réécrite. Pour le parti, le temps n'était pas un flux, mais un outil. Si ce qui avait été dit hier contredisait aujourd'hui, hier était modifié. Dans ce monde, l'histoire n'était pas un livre mais un écran. Ce qui s'écrivait sur cet écran était la vérité. Ainsi, le parti contrôlait le passé, et celui qui contrôlait le passé façonnait le futur. Chapitre 7. Surveillance éternelle. La vie des gens ne leur appartenait plus. Savoir qu'on était observé à chaque instant, ou simplement le supposer, supprimait la volonté individuelle. Sur chaque mur était écrit « Big Brother vous observe ». Ce n'était pas seulement une observation physique, mais un siège psychique. Pensées, réflexes, gestes, expressions, tout était sous contrôle. Même l'absence de sourire pouvait être un crime. Ainsi, par la surveillance, le parti renforçait la peur, par la peur renforçait l'obéissance, et par l'obéissance renforçait la puissance. Chapitre 8. L'inévitabilité de la défaite. La résistance était-elle possible? Peut-être. Mais dans ce monde, la véritable victoire n'était pas d'opposer le parti, mais de ne jamais être transformé par le parti.
La vraie liberté n'était plus qu'une miette de pensée. Et même cette pensée était surveillée, détruite, réécrite jusqu'à être anéantie. Dans un cycle sans fin, l'individu était condamné à perdre à chaque fois. Chapitre 9. Le parti ne perd jamais. Le but principal du parti n'était pas seulement de gouverner, mais de gouverner pour toujours. C'est pourquoi il ne voulait pas conquérir seulement le corps, mais l'esprit. La véritable victoire du parti, c'était de faire proclamer sa victoire par l'individu lui-même dans son cœur. Le sommet du pouvoir était d'atteindre un peuple qui aimait son bourreau. Chapitre 10. La fin de la vérité. Ainsi, les esprits qui cherchaient autrefois la vérité s'inclinaient en silence. Le mensonge devenait la réalité. La mémoire était enterrée dans l'oubli. L'humanité n'était plus que des yeux regardant un écran. Tout était clair, le passé n'existait pas, l'avenir était incertain, et le présent n'appartenait qu'au pas